à la tribune pour parler dans le micro, ou alors vous parlez très fort, s'il y a un micro. Donc, pour les personnes qui souhaitent intervenir, si vous levez la main tout simplement, et le micro arrivera jusqu'à vous. Bonsoir, voilà. Je suis habitée par une question au sujet de Simone Veil, qui n'est peut-être que ça n'a pas grand-chose à voir avec vos exposés, mais ça a à voir après avec sa trajectoire jusqu'à sa mort, son engagement dans la France libre qui a été un échec et sa mort. Je voudrais savoir pourquoi actuellement Simone Veil est une des figures les plus référentes que l'on trouve dans de très nombreux articles, très différents les uns des autres, sur notre situation actuelle, sur la guerre en Ukraine. Vous lisez un article, par exemple, je vous parle d'un article de Thomas Alick sur la guerre en Ukraine, et puis on va citer Simone Veil. Alors je trouve qu'il y a deux auteurs actuellement qu'on cite très régulièrement, c'est Simone Veil et Charles Péguy. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le nationalisme? Je ne sais pas, mais je vous pose la question. Jean ou moi-même, peut-être tu peux dire quelques mots et puis je donnerai ma petite réponse en oui, alors, 2 ou 3 phrases. Sur Charles Péguy, bon, il y a peut-être une référence qui comprend pourquoi on le va, parce que c'est le... Oui, sur Charles Péguy, si on en parle, c'est que c'est le maître à penser de Bruno Latour. Il a fait sa thèse dessus et qu'il a, dans de nombreuses interventions, il a cité comme sa référence intellectuelle, qui demeure. Bon, ça pour Péguy. Pour Simone Veil, ce qui est intéressant, c'est que je crois que si on la cite beaucoup, c'est parce que d'abord, elle a beaucoup réfléchi sur la guerre, justement. Et elle a participé, et elle a beaucoup réfléchi sur la notion de la violence et de la force. Dans ces textes, il y a un texte très important où elle explique que la force, elle détruit ceux à qui elle est appliquée, elle est destructrice des individus qui subissent l'oppression, etc., mais elle est aussi autodestructrice pour ceux qui font usage de la force. Donc l'usage de la force, elle n'est pas simplement condamnable pour ceux qui la subissent, elle est aussi quelque chose qui entraîne une condamnation, au fond, pour ceux qui en font l'emploi. Donc, ça veut dire qu'il n'y a personne qui ne sort indemne de l'usage de la force. C'est peut-être une des forces de la pensée, justement, de Simone Veil, de mettre en évidence que ce recours à la force, qui est envisagé, parce que une partie de la pensée révolutionnaire est une pensée de la révolution par la force, cette pensée lui apparaît comme insuffisante. Tant qu'on pensera qu'on va opérer une transformation par la force, on fera une transformation qui se retournera contre ceux qui font usage de la force. Je crois que c'est peut-être ça qui est intéressant aujourd'hui chez Simone Veil, pourquoi on la cite, et pas pour la situation ukrainienne, c'est que celui qui fait usage de la force sera aussi victime de son usage de la force. Oui, moi je vous apporterai une réponse en termes de réception de l'œuvre de Simone Veil. Quand elle est morte, elle n'était pratiquement pas connue. Elle a été reçue dans un premier temps par un petit milieu catholique confidentiel qui voyait une mystique en elle. Ça, c'est le début des années 50, les années 50. Puis, peu à peu, grâce à Camus, elle a eu un public un peu plus large. Ensuite, mais tout de même assez restreint. Et puis, il y a eu toute une réception universitaire. Alors actuellement, il y a beaucoup de travaux à l'université qui se font sur Simone Veil. Et il y a aussi tout le travail éditorial des éditions Gallimard, puisque les œuvres complètes sont pratiquement achevées. Il y a 13 volumes qui sont parus, il y en a 16 qui sont prévus. Voilà. Mais il n'y a pas que la réception universitaire, c'est vrai. Il y a une mode, on redécouvre Simone Veil, on en parle beaucoup. Et c'est parce qu'elle nous semble effectivement très actuelle. Elle est très actuelle, je pense,
pour son positionnement. Elle déplace un peu les lignes qui sont dans nos têtes. Être marxiste, anarchiste, syndicaliste, et puis être une sorte de mystique chrétienne, vous voyez, c'est toujours étonnant comment on peut tenir les deux. Elle était à la fois très engagée et en même temps, elle a eu une vie intérieure dont elle ne parlait pratiquement à personne. Là encore, il y a des contrastes. Je ne reprendrai pas ensuite cette personnalité de contraste. Voilà, je veux insister là-dessus. Une personnalité tout en contraste et tout en excès. Et sans reprendre ce qu'a dit Jean, c'est la même chose pour la guerre. Elle a été pacifiste. Quand elle était à Marseille, elle a rencontré par exemple Lanza del Vasto, qui était un ami d'Aumale, et donc c'est le disciple français de Gandhi, c'était le pacifisme, et en même temps, la non-violence, oui, mais en même temps, elle voulait s'engager auprès de ceux qui résistaient. Elle a été, par Jean Tortel, un peu mêlée à un réseau de résistance à Marseille. Elle a été convoquée plusieurs fois par la police. Et donc, que faire quand on est placé devant une situation où on est attaqué finalement, où l'autre fait emploie la force? Est-ce qu'on est obligé soi-même de répondre par la force? Et elle a été torturée par cette question. Et nous le sommes encore, et c'est pour ça qu'elle nous semble si actuelle. Elle a laissé un peu ses propres contradictions ouvertes. Et donc, elle n'est pas quelqu'un qui pense de manière unilatérale, dans un seul sens. Elle exhibe un peu nos propres contradictions et nos difficultés. Voilà la réponse que je pourrais vous faire. Merci. Qui souhaite intervenir? Bonsoir, merci pour votre intervention. J'ai lu quelque part que la famille Veil était une famille d'origine juive convertie au protestantisme. Est-ce que cela est exact? Et si oui, quelle a été l'influence de l'origine juive de Simone Veil sur sa production littéraire? Jean, vas-y. Eh bien, je crois qu'on l'a évoqué. Simone Veil n'a jamais revendiqué une origine juive. Elle ne s'est jamais perçue comme juive. Elle s'est au fond découverte juive à travers les persécutions du régime de Vichy, puisqu'elle a écrit justement à un moment donné où Vichy, en tant que personne définie comme juive, l'a interdit de tout accès à l'enseignement. Elle a écrit donc au ministre de l'Éducation de l'époque pour dire « En quoi me considérez-vous comme juive? Je ne suis pas pratiquante, je n'ai jamais franchi le pas d'une synagogue et je n'ai jamais participé aux cérémonies juives. » Donc elle ne s'est jamais revendiquée comme juive et elle ne s'est jamais perçue comme juive. C'est le régime de Vichy qui lui a fait comprendre qu'elle participait d'une partie particulière de la population, qui participait des exclus du régime. Mais elle ne s'est jamais vue et revendiquée comme telle. Je crois qu'il faut comprendre aussi que Simone Veil, c'est une trajectoire qui est marquée par le refus de toutes les identités. C'est-à-dire, elle a un peu été en dénégation de tout ce qui pouvait lui confier une identité qui était une forme dans laquelle elle allait se trouver justement dans un système de pouvoir asservissant. D'être identifiée à l'époque comme femme aussi, ça pouvait être asservissant, donc elle s'est toujours présentée, elle s'est comportée comme un homme par son habillement, par son comportement, par ses fréquentations. Elle ne s'est donc toujours refusé d'être issue d'une tradition juive. Elle s'est refusée finalement à être une enseignante ou une universitaire. Elle s'est refusée à être intégrée à quelque parti, même quelles que soient ses convictions, à quelque parti politique que ce soit. On raconte qu'elle a gardé, quand elle était en classe préparatoire, pendant des mois,
est resté sur sa table un bulletin d'adhésion au Parti communiste qu'elle n'a jamais rempli. Et c'est pareil, je crois, Jean-Marc l'a évoqué, pour la religion catholique. Autant elle s'est découvert certaines proximités, je dirais plutôt avec la figuration christique, mais aucune idée de s'engager dans une église. Ça, c'était contraire à toute sa trajectoire personnelle, qui est justement ce refus de contraindre la liberté de penser. C'est essentiel pour elle, c'est d'être l'expression d'une pensée purement libre. Et il y a une formule qui peut-être lui correspondrait bien, c'est une formule, une phrase de Paul Valéry définissant M. Teste. M. Teste, et donc on pourrait dire Simone Veil, je cite, « C'est l'être absorbé dans sa variation, celui qui devient son système, celui qui se livre tout entier à la discipline effrayante de l'esprit libre. » Oui, j'ajouterais que il y a un livre qui vient de sortir de Robert Chenavier sur la relation entre Simone Veil et le judaïsme. Parce que non seulement elle ne se sentait pas, vivait pas comme juive, le protestantisme, non, je ne crois pas qu'il y ait eu une influence là-dessus, mais il y avait un certain anti-judaïsme chez elle. Elle n'aimait pas du tout l'Ancien Testament. Et l'une des choses qu'elle reprochait à l'Église catholique, c'est de noyer le message évangélique en le référant beaucoup trop à l'Ancien Testament. Et elle a des propos très durs sur le Dieu vengeur de l'Ancien Testament. Donc on a pu parler d'anti-judaïsme à son propos. Mais il faudrait aller... je vous recommande le livre de Chenavier sur ce sujet. Bien, une autre intervention ? Eh bien, écoutez, on va en rester là pour ce soir. On va remercier une nouvelle fois nos intervenants. Et puis, en les applaudissant très fort. Oui. Oui. Les livres, ils sont... Si vous souhaitez poursuivre la conversation avec Jean-Marc, il vous attend... oui, je vais rester un petit moment. Ouais, ouais. J'ai quelques livres si ça intéresse quelqu'un. Quelques livres, et je pense qu'il acceptera de les dédicacer. Ah ben bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup pour vos interventions. On se retrouve.